L'histoire, elle commence en 2011, lorsque je fais un burn-out. L'histoire, elle commence en 2011 parce qu'à ce moment-là, j'ai tout pour être heureuse sur le papier. Je suis responsable communication dans une entreprise du CAC 40. J'ai la chance de diriger une équipe, c'était mon rêve, 4 personnes, et de voyager à gogo à travers le monde, de vivre en fait un budget de communication incroyable et en même temps, je m'effondre. Je m'effondre en 2011 et le chemin me montre en fait que j'étais mort-vivante. C'est-à-dire que je remplissais une vie pour répondre en fait à ce que je croyais, ce qu'on attendait de moi. Je m'étais mis une pression aussi pour les études. Je voulais faire prépa, grande école et en fait j'ai refusé. J'ai dit non mais en fait pour moi, avec mon hypersensibilité, c'est beaucoup trop. Donc j'ai fait une école de communication, mais il y avait cette revanche de dire ok, j'ai pas fait prépa, grande école à la française, mais par contre j'aurai un poste de responsable communication. Je serai DIRCOM international et je voyagerai à travers le monde. Alors, je suis allée jusqu'à responsable communication internationale. Mais en fait, l'histoire, elle commence quand le burn-out arrive. En fait, dans cette société, le burn-out est quelque chose de quand même pas encore si bien vu que ça. Et alors, en fait, tu vois, ce burn-out, pour moi, il a été une réelle chance parce que, en fait, je me suis rendu compte que je ne vivais pas. Je ne vivais pas parce que je m'interdisais de vivre, je ne pouvais pas être heureuse. J'avais perdu ma maman à l'âge de 21 ans d'un cancer du sein métastasé au foie. Elle s'est battue pendant 8 ans. Et donc, de quel droit je pouvais être heureuse, en fait, malgré ce poste, malgré ces voyages, malgré un amoureux. Il y avait vraiment une interdiction que je me donnais de moi à moi-même. Sauf qu'à un moment donné, ça ne tient plus. Elle est décédée en 2008 et en 2011, je m'effondre. Je m'effondre et en fait, aujourd'hui, je le remercie, ce burn-out, mais au moment où j'y étais, je peux t'assurer que j'en menais par large et je n'étais pas fière. Et comment j'avais pu me rendre là, de ne pas avoir mis mes limites et puis d'en vouloir finalement à la terre entière. Finalement, je m'en voulais à moi-même. Et au lieu de ça, en fait, j'ai l'opportunité à ce moment-là de dire qu'est-ce que je fais de ma vie. J'ai l'occasion de vivre un virage. Je peux reprendre un poste. Alors, je postule pour des agences de communication. Et puis, je tombe sur un RH extraordinaire qui me dit « Mais vous avez un super profil. On se revoit dans 6 mois. Prenez soin de vous. Et après, je vous embauche. » Et ce monsieur, je le remercie du fond du cœur parce qu'en fait, évidemment, je n'ai pas été dans cette agence parisienne. Mais j'ai dit « Ok, je vais vivre mon rêve. » Et mon rêve, à ce moment-là, c'était d'aller vivre au Québec. En fait, dès l'âge de 8 ans, je disais à mes parents, mais je ne comprends pas pourquoi c'est maman qui a suivi papa. Maman était québécoise, mon père est français. Et il y avait vraiment cette envie de vivre là-bas. Il m'envoie pour la première fois à l'âge de 8 ans, 3 semaines quand même. Et je reviens et je pleure et je dis à maman... Mais moi, je voulais rester au Québec. En fait, moi, je veux vivre au Québec. Et donc, chaque année, on faisait des allers-retours pour aller voir ma grand-mère, mes tantes, mes cousines que j'aime d'amour. Et j'ai toujours ce pied d'un côté de l'océan. Finalement, je me sens autant française que québécoise encore aujourd'hui. Et donc, dans ce tournant avec ce burn-out, j'ai l'occasion de dire, en fait, je vais partir. Je vais partir, je vais vivre au Québec, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai aucune idée de ce qui m'attend là-bas. J'ai ma famille, j'ai quelques amis parce que j'ai travaillé, j'ai fait des jobs d'été là-bas. Mais c'est tout, quoi. C'est une expatriation en tant que telle. Donc j'ai un amoureux à ce moment-là qui me dit Ok, allez, on se marie et on y va et on part ensemble. Donc c'est ce qu'on fait. On prend le temps de se marier, de savourer ce temps de préparation aussi avec lui. Et puis on part en 2013 vivre au Canada. Et je cherche un poste en communication, puisque c'est mes études, c'est la voie tracée finalement, celle qui était attendue. Et en fait, je m'effondre encore dans ce processus de recrutement. Je me mets dans un état de stress qui n'a aucun sens. Et là, la meilleure amie de ma maman, Louise, me dit « Laurence, va voir ma naturopathe pour la gestion de ton stress. » Et moi, là, j'y vais à reculons. J'y vais à reculons parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai jamais été voir un ostéo de ma vie, un acu, une naturo, je sais même pas ce que c'est. Enfin, tu vois, je suis pas du tout dans ce milieu-là. Mes parents me donnaient pas de l'homéopathie. Enfin,
Je suis dans un milieu très scientifique, de par mon entourage, mes amis, j'ai beaucoup de médecins, donc je ne connais pas, en fait, ces professions, holistiques. Mais ce qui me pousse à y aller, c'est que, je suis partie à l'âge de 18 ans au Burkina Faso avec le fils de cette fameuse Louise, Arnaud. Et là-bas, en fait, au Burkina, le seul qui n'a pas été malade, c'est lui. Il est là avec ses potions, il a préparé le terrain, il a préparé son voyage et il a ses vitamines en fait qu'il prend et moi je suis à l'hôpital américain et j'appelle mes parents. Bon alors, on a cru que j'avais le paludisme. En fait, c'est une insolation et en fait, je suis malade à l'autre bout du monde à 18 ans. Vous imaginez la tête de mes parents. Et en fait, donc du coup, je suis au Canada et Louise et de l'expérience avec Arnaud, je me dis, bah, j'ai rien à perdre. J'y vais, mais j'y vais vraiment, on verra bien, quoi. J'étais vraiment dans cette politique-là. Et donc, je rencontre Marlène Boudreau, qui est naturopathe, mais spécialisée dans la cancérologie. Et, euh, et là, je découvre en fait qu'on peut aider l'être humain, pas juste en étant médecin ou infirmière, mais aussi par d'autres professions. Et qu'on n'est pas obligé de reprendre en fait 10 ans d'études pour être au service du bien-être de chacun. Et qu'on peut donc accompagner le corps par les plantes médicinales, par des huiles essentielles, des tisanes, des suppléments vitaminiques, et qu'en fait c'est une vraie stratégie. C'est pas allez, on va prendre un peu de vitamine B, quoi. C'est pas du tout ça. Et je vois en fait le bienfait que ça me procure d'être accompagnée par Marlène. Et quelques mois plus tard, même 3-4 mois plus tard, je dis à mon conjoint, en fait, je vais faire un cours de naturopathie. Il me dit, mais oui, vas-y, lance-toi, tu verras bien. Et puis, au pire, tu auras juste appris plein de choses. Et voilà. Donc, je démarre mon premier cours de naturopathie. Et au final, évidemment, j'ai adoré et j'ai fait 6 ans d'études. Parce que pour devenir naturopathe agréé au Canada, c'est 6 ans d'études. Alors je peux te dire, j'en ai mangé de la biochimie, de l'immunologie, de l'endocrino. C'était passionnant. J'ai adoré mes études, j'ai adoré ce parcours de 6 ans, très scientifique finalement, et en même temps très complémentaire, et de prendre conscience que on est là au service du patient, de celui qui souffre, et de pouvoir en fait chacun apporter sa pierre à l'édifice, et que c'est une vraie stratégie. Et je retrouve des points communs même avec la stratégie de communication. Ok, c'est quoi le brief? C'est quoi la demande? C'est quoi les étapes et comment on y va et quel résultat j'ai envie d'avoir? C'est exactement la même chose en naturopathie. Et donc du coup, je me passionne pour ce deuxième métier. Mais là, en parallèle de tout ça, je vis le fameux chapitre de la fertilité. On est jeune marié, on a envie d'avoir des enfants. Par contre, j'ai une peur au fond de moi depuis toujours, c'est est-ce que je vais réussir à devenir maman un jour? Peur complètement inexplicable. C'est là, c'est en moi. Et donc, je fais une première fausse couche. Bon, tout le monde me dit que c'est normal. Avec du recul, je me dis, il n'y a rien de normal là-dedans, mais en tout cas. Et là, je vis une deuxième fausse couche. Et il y a quelque chose qui ne marche pas. Je sens que dans mon corps, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et j'ai la joie d'avoir un rendez-vous avec un gynécologue qui me dit « Mais c'est pas parce que tu manges de la papaye que tu vas réussir à devenir maman. Tu es condamnée aux fausses couches. Tu as une mutation génétique qui s'appelle le MTHFR qui empêche la bonne évolution de la grossesse et donc qui te condamne à des fausses couches à répétition. » Et je suis là avec un livre, avec l'alimentation, comment moi je peux être dans l'action. Et il me regarde et il me dit, c'est pas parce que tu vas manger de la papaye que tu vas réussir à devenir maman. Et en fait, ce gynécologue, je le remercie aujourd'hui. D'accord, c'était pas très charmant, mais je le remercie parce que grâce à lui, ça a déclenché non pas une colère, mais une rage à l'intérieur de moi que j'allais y arriver. Aujourd'hui, mes 2 filles, elles sont là, elles sont avec nous. Elles ont, à l'heure où j'enregistre, elles ont 10 ans et 6 ans, alors que je suis condamnée sur le papier à ne pas être mère. Et donc, quand je réalise que j'ai déjoué ma génétique,
j'ai fait exprimer mon épigénétique pour le devenir. Et quand je réalise que c'est possible, il y a cette rage qui continue en fait de m'accompagner et que tous les couples qui le désirent peuvent devenir parents. J'ai cette certitude à l'intérieur de moi que je peux contribuer. Et alors, je m'amuse en fait dans ce milieu-là. J'adore. Je suis donc au service de la fertilité, de l'endométriose, syndrome d'ovaire polykystique, la libido, les problèmes de thyroïde, avec cette vision très holistique, très complémentaire de la médecine traditionnelle. Et je tisse des liens avec des médecins spécialistes à Montréal. Je travaille dans une grande clinique de fertilité là-bas. Je donne même des conférences. J'ai donné une conférence auprès de gynécologues. Et il y a ce profond respect mutuel de « Ok, waouh, toi tu fais ça, moi je fais ça. Ne me demande pas de faire une fécondation in vitro, ce n'est pas mon métier. Par contre, de préparer la fécondation in vitro avant, pendant, après, oui, là il y a ce travail d'équipe qui se fait et qui est passionnant. » Donc, je m'éclate dans une carrière naturopathe scientifique et reconnue aussi pour ce volet finalement scientifique à l'intérieur de moi. Et il y a vraiment cette envie aussi de démocratiser. C'est quoi une naturopathie carrée, stratégique, au service finalement de ceux qui en ont besoin. Et donc, j'explose, en fait. J'ai 6 mois d'attente quand je vis au Québec. Et ça, vraiment, il y a cet enjeu de, OK, comment je vais arriver à accompagner tout le monde? Et en même temps, je suis humaine. Je suis une seule personne. Mais l'histoire, en fait, elle ne s'arrête pas là. C'est que, en parallèle de cette carrière très scientifique et pour laquelle j'œuvre, en fait, et que je mets toute mon énergie, l'énergétique arrive. L'énergétique arrive avec l'accouchement de ma première fille, qui est un accouchement traumatique dans mon cœur et qui a pris du temps en fait à guérir parce que je voulais un accouchement parfait. Et évidemment qu'on ne contrôle pas son accouchement, mais jeune insouciante que j'étais, je pensais évidemment contrôler mon accouchement, la date, le lieu, comment ça allait se passer, etc. Et là, en fait, il y a un enjeu déjà à reconnaître que cet accouchement est traumatique parce que je ne vis pas une césarienne, donc je ne suis pas légitime à dire que c'est un trauma. Parce que tout le monde prend la péridurale, sauf que pour moi, la péridurale est un trauma parce que je ne la voulais pas. Et il y a eu toute une cascade d'interventions que je ne voulais pas et qui ont été faites. Et derrière cela, c'est toute la reconstruction de dire, en fait, c'est aussi l'accouchement de ma fille, c'est moi en tant que mère, comment je l'ai vécu, mais évidemment que je suis la plus comblée, je suis devenue maman en fait, et qu'encore une fois, j'étais condamnée à ne pas l'être. Donc il y a cette dualité qui est présente, et je prends ce chemin finalement d'accepter que c'est un traumatisme. Je suis invitée dans un cercle de femmes, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais j'y vais parce que je sens que mon intuition, mon cœur me dit d'aller par là. Et je te raconte tout ça parce que ce cercle, en fait, ce premier cercle de femmes, il a été extraordinaire parce qu'il a pu me permettre de déposer ce trop-plein, de verbaliser justement ce qui était là. Et donc, de fil en aiguille, je vais faire des soins, je vais aller dans des retraites et je vais en fait nourrir cette spiritualité parce qu'elle me fait du bien, parce qu'elle me permet de mettre du sens sur les épreuves que j'ai vécues. Elle me permet justement de rencontrer d'autres femmes et de dire, mais ok, c'est un chemin, et accepte en fait, le chemin, il n'est pas linéaire, on a tous des épreuves de vie. Et à ce moment-là, je tombe enceinte d'un garçon qui va décéder plus tard à 18 semaines de grossesse. La mort de Raphaël est un tournant, est un virage dont j'ai encore les larmes. La mort de Raphaël, c'était évidemment très dur dans mon cœur, dans notre famille, mais c'était aussi extrêmement dur dans mon ego de naturopathe scientifique. Comment j'avais pu passer à côté de ça, comment j'avais pas pu protéger, comment j'ai pas pu contrôler mon corps.
Donc j'en veux énormément à mon corps à ce moment-là. J'avais déjà une première fille, donc il y a vraiment eu une claque à ce moment-là. Et en même temps, il y a un éveil spirituel incroyable. Mon fils m'emmène dans un voyage à la rencontre de moi-même, à la rencontre de qui je suis réellement. Le chemin se fait et je pense n'avoir plus jamais d'enfant. C'est bon, j'ai donné, c'est suivant, j'aurai un enfant, je ne réponds pas au code de la société et c'est pas grave. Donc j'avais vraiment fait ce chemin de réconciliation. Mais mon conjoint voulait un autre et je reçois un soin Rebozo, qui est un soin mexicain avec une écharpe mexicaine où on raconte que chaque fil de cette écharpe est comme un câlin de tes lignées, un câlin des femmes et des hommes qui ont marché avant toi. Et je me relie en fait à mes ancêtres de cette façon-là et à ma maman. Et en fait, dans le soin Rebozo, tu ouvres un nouveau chapitre de vie. Et là, sans crier gare, au-dessus de mon chakra sacré, au-dessus de mon utérus, j'ai l'âme de ma deuxième fille qui descend dans mes mains. Et je me mets à la bercer. Je me mets à la bercer, je ne comprends pas. Je me dis, mais c'est pas possible. En fait, je vais en avoir un autre. Et je berce. Je berce Gabriel dans mes bras et je sens son âme, je sens sa présence, comme si je la portais dans mes mains, en fait. Mais je ne l'explique pas. Donc, je vis tout ça en parallèle. Et en fait, à ce moment-là, quand après ce soin, je décide de faire une stratégie naturopathique, de préparer mon corps pendant 3 mois. Et 3 mois plus tard, je suis enceinte de Gabriel. Donc là, la naturopathe scientifique, elle est un peu déboussolée, quoi. Comment on explique ce qui m'arrive dans ma vie personnelle et en même temps, ça me fait tellement du bien, ça me crée de la joie, ça me soutient, ça me drive. Donc, j'ai pas envie de l'effacer, mais je garde ça dans ma sphère privée parce que j'ai pas envie d'entacher ma réputation, en fait, tout simplement. Alors, j'ai Gabriel, puis à ce moment-là, il faut décider de l'accouchement, où est-ce qu'on accouche, et on prend la décision d'essayer, en tout cas, d'accoucher de nouveau à la maison, ce qu'on n'avait pas pu faire pour la première. Au Québec, t'as le choix. T'as le choix, t'as les sages-femmes qui t'accompagnent, c'est démocratisé. Ça reste un suivi le Rolls-Royce, comme je dis, c'est un suivi privilégié où on a eu un coup de chance d'être accompagné par sage-femme là-bas. Mais donc, c'est pas quelque chose de secret, tabou, etc. Pas du tout. Donc, on essaye, on se dit, on relance. On essaye de nouveau cet accouchement à la maison, puis on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Et c'est un accouchement incroyable. C'est un accouchement incroyable. J'accouche en 4 heures versus 40 heures. J'ai les sages-femmes qui sont là, j'ai les doulas qui sont là, j'ai ma grande aussi qui est là. J'ai pas le temps de me rendre dans la piscine d'accouchement. C'est ma grande fille qui va finalement prendre un bain dans la piscine au milieu du salon et qui s'éclate et qui a encore un super souvenir de la naissance de sa sœur. Et en fait, j'accouche dans la puissance de mon corps et la puissance de mon couple. J'oublierai jamais. En tout cas, je l'espère, je touche du bois, que j'oublierai jamais ce moment-là. En fait, j'accouche de Gabriel. Et il y a un profond sentiment d'être invincible à ce moment-là. Je me rappelle dire à mon conjoint, mais à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Je suis celle qui a déjoué sa génétique. Je suis celle qui a accouché à la maison, sans péridurale, dans sa puissance. Je suis celle qui a fait la paix avec son corps, avec sa mutation génétique. Je suis celle qui a fait la paix avec mes lignées. Quand je te dis ça, il y a une émotion qui est là parce que je prends conscience à ce moment-là que je deviens femme. C'est comme si j'étais une petite fille jusque-là. Je deviens femme et je prends mon bâton de pouvoir, en fait, comme un bâton de marche, et il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Il n'y a plus rien.
Il y a vraiment cette reprise de pouvoir personnel qui est là. Et il y a, en fait, je mets les mots plus tard que j'ai enlevé une ceinture de chasteté physique et énergétique. Une ceinture de chasteté physique qui se retraduit donc dans les fausses couches à répétition, dans la mutation MTHFR, et au lieu de rester dans ce discours, tu sais, de pourquoi moi et pourquoi ça m'arrive, et tu vois, de rester les bras croisés en fait, et d'écouter finalement le gynécologue, de me dire si je mange de la papaye ça sert à rien, et en même temps t'as pas de solution à me proposer, donc si j'avais pas été dans l'action je serais pas là aujourd'hui. Donc il y a vraiment ce sentiment de ok, j'ai déjoué ma génétique, j'ai enlevé cette ceinture de chasteté énergétique, c'est un symbole évidemment, et énergétique parce qu'il y a cette réconciliation en fait avec le départ de ma maman, mes lignées maternelles et paternelles, ma place dans la lignée, de me sentir à ma place alors que j'étais tout le temps entre la France et le Québec, puis j'arrivais pas à dire qui je suis. En fait, je suis franco-québécoise, point. Je descends d'une lignée de femmes québécoises et d'une lignée d'hommes français. Et c'est génial, et c'est un héritage incroyable. Alors tu vois, c'est l'enjeu, en fait, il a été là. Ça a été ma première étape, de enlever cette ceinture de chasteté. Accepter, en fait, que l'énergétique avait eu aussi sa place, même si je ne l'explique pas. Mais je suis encore dans ma phase de printemps, on va dire, tu vois, de naissance à moi-même. C'est vraiment une naissance de moi à moi. C'était pas juste la naissance de mes enfants. Je suis celle qui a déjoué sa génétique. Je suis celle qui est devenue maman, alors que c'était pas prévu. Alors je te raconte, tu vois, cette première partie d'histoire, parce qu'elle est clé dans aujourd'hui. Évidemment que je continue d'accompagner. Mais je vais la fertilité, l'endométriose, le syndrome d'ovaire polykystique, la libido, mais pas que. Alors je vais t'en reparler dans les épisodes qui suivent, mais là où j'ai envie de t'emmener en fait avec cet épisode-là, c'est de mettre en perspective, ok, toi aujourd'hui, j'ai envie de te dire que ton corps ne t'a pas trahi. Ton corps est en train d'exprimer un message et ça prend une écoute du cœur en fait, d'aller écouter justement qu'est-ce que ton corps veut te dire, pourquoi ça se retraduit par une endométriose, par des kystes, par un problème de thyroïde, par une polyarthrite rhumatoïde. En fait, pourquoi le corps s'exprime? Il y a toujours une émotion et une explication dans un chemin de vie derrière ça, à condition qu'on remonte le fil. Moi, j'appelle ça le fil rouge, tu vois, de vraiment remonter ce fil. Alors, ce que j'ai envie de te proposer ici et maintenant, c'est pour ta ceinture de chasteté, si tu en as une, je vais te mettre en dessous de cet épisode 2 outils. Le premier, c'est je vais t'offrir un mandala lunaire. Qu'est-ce que c'est ? Un mandala lunaire, en fait, c'est un outil qui va te permettre de te reconnecter à ton cycle, qui va te permettre de dire, ok, en fait, je ressens des émotions au fur et à mesure du mois, au fur et à mesure peut-être du cycle lunaire, peut-être au fur et à mesure de ton cycle menstruel. Simplement de reprendre conscience que on a un cycle à l'intérieur de nous. Qu'on soit homme ou femme, on a un cycle. Le cycle menstruel va nous aider, mais pas que. Et puis j'ai envie de te dire, si aujourd'hui ton utérus est déjà enlevé, pour 1001 raisons, si ton utérus est enlevé, sache qu'il y a une empreinte énergétique qui est encore tout aussi présente, tout aussi puissante. Ce n'est pas bien ou mal, en fait, de l'avoir enlevé, c'est ton histoire. Comme par exemple, je te raconte mon histoire, c'était de devenir maman qui m'a permise de mettre au monde la femme, de mettre
au monde cette reprise de pouvoir personnel. Mais on n'est pas obligé d'être maman pour être dans son pouvoir. Ça, c'est important de le noter aussi. C'est mon histoire. Moi, la question, c'est quelle est la tienne? Donc, je vais te mettre à disposition ce mandala lunaire. C'est un PDF que tu vas pouvoir soit imprimer, soit mettre sur ta tablette et de juste prendre conscience de « Ok, comment je me sens dans mon utérus, comment je me sens dans ma sexualité, mon intimité, mes émotions, mon hypersensibilité » et note. Note et tu vas te rendre compte d'un mois à l'autre que effectivement il y a une nature cyclique qui est là, il y a un pouvoir en fait qui est là. On raconte d'ailleurs que on rencontre son pouvoir de femme le premier jour de ses menstruations. Et puis on va pratiquer notre pouvoir pendant toutes les années fertiles, pendant toutes les années où l'on va saigner. Et quand arrive la ménopause, on incarne notre pouvoir. On incarne notre pouvoir et ça change complètement la perspective de la vieillesse, de l'âge. En fait, tu incarnes ton pouvoir à la ménopause. Alors, ce mandala lunaire, il va juste te permettre de te reposer soit sur ton cycle menstruel, soit sur le cycle du mois de la lune et d'aller voir en fait et de constater que effectivement, tu as une magie incroyable à l'intérieur de toi, mais tu ne le sais pas encore. Et le deuxième outil que je vais te mettre, c'est une cérémonie de l'utérus. C'est une cérémonie chamanique que j'ai enregistrée, que tu vas pouvoir vivre, aller ressentir en fait ta ceinture de chasteté s'il y en a une ou pas, et de pouvoir justement amener de la douceur, de l'amour dans ton utérus, dans tes lignées, parce que à partir de toi, tout change. Tout change si tu le décides. Alors je vais conclure cet épisode avec un chant et je vais t'inviter à fermer les yeux, à mettre une main sur le cœur, une main sur ton utérus et messieurs, vous avez aussi une nature cyclique et mets ta main sur ta prostate. Simplement voilà d'être au contact de son corps et je vais chanter ce chant pour clôturer ce premier épisode. Dans le cœur de ma matrice, il y a du pouvoir. Dans le cœur de ma matrice, il y a du pouvoir. Femme, déesse, reine. Femme, déesse, reine. Dans le cœur de ma matrice, il y a de l'amour. Dans le cœur de ma matrice, il y a de l'amour. Femme, déesse, reine. Femme, déesse, reine. Dans le cœur de ma matrice, il y a de la beauté. Dans le cœur de ma matrice, il y a de la beauté. Femme, déesse, reine. Femme, déesse, reine. Dans le cœur de ma matrice, il y a du pouvoir. Dans le cœur de ma matrice, il y a du pouvoir. Femme, déesse, reine. Femme, déesse, reine. Je te souhaite une belle intégration, une belle exploration avec la ceinture de chasteté qui est la tienne et d'aller l'enlever, de reprendre ton pouvoir de femme, ton pouvoir d'homme,
ton pouvoir d'être, tout simplement.